Bonjour à toutes et à tous. En 2019, Donald Trump, alors 45e président des États-Unis, annonce vouloir ramener l'homme sur la Lune d'ici 2024 grâce à un programme nommé le programme Artemis. Mais qu'est-ce que le programme Artemis? Quels sont les enjeux? Et en quoi le programme Artemis est un programme aussi imposant? Eh bien, nous allons répondre à toutes ces questions dans cette vidéo, alors c'est parti! Avant que l'on commence, nous vous invitons à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant de la sortie de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, la commenter et à la partager à vos amis, votre famille, etc. Tout commence en 2004 lorsque le président américain de l'époque, George W. Bush, présente au public le programme Constellation, un programme spatial qui prévoit de ramener les hommes sur la Lune d'ici 2020, grâce notamment aux puissantes fusées Ares. Le petit frère du programme Apollo contient donc la conception de 3 nouvelles fusées surpuissantes, Ares 1 et 4, des lanceurs permettant d'envoyer les astronautes et leur cargaison indispensable sur notre satellite naturel, et Ares 5, un lanceur lourd satellisant le reste de la charge utile nécessaire à la mission. Constellation prévoit aussi la conception d'une capsule habitée appelée Orion, la capsule réutilisée pour le programme Artemis, et d'un atterrisseur lunaire nommé Altair, abandonné avec le programme. Le programme Constellation a donc bien pris forme, il y a même eu un test en vol pour Ares 1, mais quelques mois après son élection en tant que 44e président des États-Unis d'Amérique, Barack Obama a annoncé vouloir mettre fin au développement du programme Constellation, et le 1er février 2010, le Sénat approuve l'annulation pour 3 motifs: un budget en dépassement, le retard pris sur les échéances et l'absence d'innovation intégrée dans le projet. Suite à cette nouvelle, les 6 milliards de dollars ont été redistribués dans les différentes instances de la NASA et les ingénieurs se sont concentrés sur d'autres missions tout en continuant la conception d'Orion et le développement de la SLS, la Space Launch System, la prochaine fusée surpuissante qui n'avait à l'époque pas de mission assignée. En 2016, Donald Trump a été élu 45e président des États-Unis et il a en 2019 lancé le programme Artemis, fixant 2 objectifs à l'agence américaine: d'une part tenir la date de 2024 pour le retour de l'homme sur la Lune, et d'autre part de réaliser à terme des missions dites durables permettant l'exploration de la Lune puis de Mars. Le retour de l'homme sur la Lune a pour but principal l'exploration plus détaillée de notre satellite et permettra de nous préparer à un prochain voyage habité vers Mars, actuellement une sorte d'objectif ultime de la NASA et de SpaceX dans le domaine du vol habité. Maintenant qu'on en a vu l'origine du programme et ce qu'il représente globalement, on va aller plus en détail. Comment vont se dérouler les missions, quelles sont les grandes phases, quels sont les acteurs, bref tout ce qu'il y a un lien avec le programme de l'agence américaine. Tout d'abord, du côté matériel et innovation, le programme se divise en 6 parties: le pas de tir, le LC-39B, le lanceur, la SLS, l'avant-poste lunaire ou passerelle, la station Gateway, l'atterrisseur lunaire, le Starship de SpaceX, et pour finir les combinaisons spatiales, le XEMU, Exploration Extravehicular Mobility Unit. On commence par le plus facile, le pas de tir, qui n'est autre que le pad LC-39B. Le pad LC-39B est le pas de tir qui a accueilli une grande partie des décollages des navettes spatiales entre 1981 et 2007. En 2007, les décollages des navettes sont définitivement déplacés au LC-39A pour permettre à la NASA de réhabiliter le pad pour accueillir les nouveaux lanceurs Ares pour le programme Constellation dont je vous ai parlé tout à l'heure. En 2010, la NASA organise pour la 2e fois en 3 ans la transformation du pad, n'accueillant plus les fusées Ares, mais pour accueillir la SLS qui n'a pas de mission assignée, mais qui va un jour ou l'autre être utilisée. La NASA prend donc de l'avance, elle anticipe le jour où la SLS sera sortie pour une mission. Pour rappel, la configuration pour Ares a été utilisée qu'une seule fois, le 28 octobre 2009, pour le premier test en vol d'Ares 1X, le premier et seul test de la collection Ares. Entre 2013 et 2020, la NASA a rénové le pad LC-39B et désormais il ne manque plus que la fusée. Ce point indispensable au bon déroulement du programme est donc validé.
Passons maintenant à la pièce maîtresse d'Artemis, la SLS. Imaginé dans les années 2000-2010, ce mastodonte de technologie sera, dès son premier vol, le lanceur le plus puissant au monde, détrônant la Falcon Heavy de SpaceX, lancée pour la première fois en février 2018. Délivrant quelques 32 000 kN contre 22 800 kN pour la Falcon Heavy, la SLS est constituée d'un premier étage nommé Core Stage, équipé de 4 moteurs RS-25DE, une version modernisée des moteurs de la navette spatiale. Fixés sur le premier étage, il y a 2 propulseurs d'appoint à propergol solide. Il faut d'ailleurs savoir que les boosters fournissent 80% de la poussée au décollage. Au-dessus du premier étage se trouve un adaptateur pour connecter le Core Stage et le second étage ICPS, l'Interim Cryogenic Propulsion Stage, dérivé du second étage de la Delta IV du LA Launch. L'étage de propulsion cryogénique provisoire en français permet, après la séparation du premier étage, de finir l'orbite de la fusée. Au-dessus du second étage ICPS se trouve un deuxième adaptateur pour lier le second étage au module de service, autour duquel se trouvent des protections qui permettent de sécuriser le module de service durant la phase d'ascension du lanceur. En même temps de la séparation du premier étage, les protections du module de service sont larguées et les panneaux solaires du module sont déployés juste avant que l'appareil prenne le chemin de la Lune. Au-dessus du module de service se trouve enfin la capsule Orion, la capsule qui accueillera les astronautes pour Artemis 2 et 3, les premières missions habitées vers la Lune. Juste après la séparation du premier étage, la tour de sauvetage ou LAS pour Launch Abort System se sépare du lanceur. Cette tour de sauvetage permet, en cas de défaillance de la fusée, de séparer la capsule du lanceur pour éloigner au maximum ses occupants d'un lanceur potentiellement hors de contrôle. Le LAS est la petite pointe de la fusée équipée de 4 moteurs que l'on pouvait retrouver sur la Saturne V à l'époque du programme Apollo. Maintenant que vous connaissez les différents composants de la SLS, vous pouvez voir sur votre écran le déroulement d'un décollage. Maintenant que l'on connaît le déroulement du décollage de la SLS, on va passer au troisième point qui est l'avant-poste lunaire, la station Gateway. La station Gateway est une des pièces qui donne l'originalité du programme Artemis par rapport au programme Apollo. En effet, lors des missions Apollo, le module de commande et le module de service, qui ne faisaient qu'un, étaient dockés ou amarrés en français au LEM, l'atterrisseur lunaire, en face à face. C'était juste après la séparation avec le troisième étage que l'ensemble module de commande et de service se désamarrait du reste de la fusée, se retournait et s'amarrait à l'atterrisseur, cette fois pas dans la disposition LEM en dessous des modules, mais le LEM docké au nez du module de service, comme le montrent ces images. Une fois en orbite lunaire, l'équipage était transféré dans l'atterrisseur, se désamarrait de la capsule et entamait la manœuvre de descente. Pour Artemis, ce ne sera pas du tout la même histoire. En effet, la NASA prévoit donc l'assemblage de la station grâce notamment à un lancement de Falcon Heavy, la super fusée de SpaceX. Cette station accueillera donc la capsule Orion dans laquelle seront les astronautes.
Ces derniers prépareront pendant quelques temps leur descente et dès que la station sera au plus proche du satellite, à son périgée donc, les astronautes prendront place dans l'atterrisseur lunaire sélectionné par la NASA pour ensuite entamer la phase de descente vers la Lune. Gateway est une collaboration entre plusieurs pays, d'ailleurs ce sont les mêmes pays qui participent au programme de l'ISS, soit l'Europe sous le nom de l'Agence spatiale européenne, la Russie avec Roscosmos, le Japon avec l'Ajaxa, les États-Unis avec la NASA et bien sûr le Canada avec l'ASC. Normalement, Gateway devrait être constitué de 7 modules auxquels il faut ajouter la capsule Orion une fois dockée et l'atterrisseur lunaire qui sera sélectionné, dont on va parler dans quelques instants. Vous pouvez voir sur ce schéma le module de propulsion et de génération électrique, le A tout à gauche, le module Esprit signifiant European System Providing Refueling, Infrastructure and Telecommunication, conçu par l'ESA. Il s'agit du SAS scientifique d'un espace de stockage de télécommunications et comptant des réservoirs d'ergols. Ce module est représenté par la lettre B. Un petit module pressurisé permettant d'agrandir la partie habitable en C. D et E sont des modules d'habitation. F est le bras robotique de l'ASC, l'Agence du Canada, qui a aussi fourni le bras, le Canadarm de l'ISS. G est un espace de stockage des consommables et des équipements. H est un SAS. I représente le véhicule assurant les transports entre la surface lunaire et la station pour transporter les petits frets. Et enfin J, c'est le vaisseau Orion. L'assemblage de Gateway est prévu juste avant Artemis 3, c'est-à-dire novembre 2024. L'atterrisseur lunaire maintenant, je ne vous donne pas de nom depuis tout à l'heure, mais quel est l'atterrisseur lunaire sélectionné par la NASA? Eh bien, on ne sait pas. La NASA devait sélectionner 2 atterrisseurs lunaires parmi les 3 présélectionnés. Dans la course, il y avait le Blue Moon de la National Team, une union entre 4 sociétés américaines, Draper, Northrop Grumman, Lockheed Martin et Blue Origin. Il y avait aussi le Dynetics HSL, le Human Space Landing, conçu par la société Dynetics. Et le 3e atterrisseur était le Starship de SpaceX, actuellement en développement. En avril dernier, la NASA a annoncé le seul atterrisseur sélectionné qui était le Starship. Et quelques jours après l'annonce, le patron de Blue Origin, Jeff Bezos, représentant la National Team et la société Dynetics, ont saisi la Cour des comptes pour protester contre le choix de la NASA d'attribuer à SpaceX le contrat de 2,9 milliards de dollars. Conformément aux règles du droit américain, la NASA a donc été contrainte d'ordonner à SpaceX de suspendre tous ses travaux de développement du Starship lunaire dans le cadre du contrat HLS jusqu'à ce que le Government Accountability Office, le GAO, rende une décision attendue au plus tard le 4 août. Qu'importe le modèle du HLS sélectionné par la NASA à la fin, l'atterrisseur devrait être lancé en orbite en attendant que les astronautes décollent à leur tour et montent à bord de l'atterrisseur quand ces derniers seront en orbite terrestre. Voilà pour ces 4 premiers points du programme Artemis. Nous sommes malheureusement obligés de vous quitter, mais ne vous inquiétez pas, les 4 autres points seront traités dans une deuxième partie qui arrivera dans 2 semaines. Nous sommes fin juillet et on va prendre quelques jours de vacances après plusieurs mois de travail et de plaisir à vous expliquer l'actualité presque chaque jour sur Instagram, tous les mois sur YouTube. Bref, on va prendre des vacances pour revenir avec plus de motivation, d'idées de vidéos. D'ailleurs, si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Nous sommes aussi preneurs de vos impressions, de vos avis sur notre travail. Vous pouvez donc nous retrouver sur Instagram et sur TikTok. Likez, commentez et partagez la vidéo. Bonnes vacances à tous. À très bientôt sur Curiosity Space News. Prenez soin de vous. Ciao.